Bonjour, bonjour, voilà. On est presque tous là aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Pour l'instant, il manque Pavel Chinsky, qui est revenu hier soir et il est en ce moment dans un autre Zoom avec CCI France International, notre maison mère. Donc, il va arriver dès qu'il a terminé, d'ici une minute ou deux. Mais Arnaud Dubien est toujours là, même si il est toujours en France, ainsi que Igor Delanoë. Donc, il s'est passé un certain nombre de choses parce qu'on a eu le sommet de l'OTAN dont tu nous parleras, Igor. Mais avant cela, il y a d'autres informations dont tu vas nous parler, Arnaud. Et notamment aussi, ça serait bien que tu reviennes sur le rouble éventuellement, euh, les paiements en rouble du gaz, parce qu'on a eu beaucoup de questions par la suite sur la façon dont ça pouvait se passer. Donc, Arnaud, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci, Président. Bonjour à tous. Oui, une actualité économique assez chargée aujourd'hui, avec tout d'abord les sanctions du jour, britanniques et américaines, qui concernent respectivement 59 et 328 personnes physiques et morales, surtout des hommes d'affaires, des entreprises du secteur de la défense. Et parmi les personnalités très connues qui font leur entrée dans la liste des sanctionnés américains, il y a notamment le patron de Sberbank, Herman Greff. Ceci étant, il n'y a pas, de mon point de vue en tout cas, de montée en puissance des sanctions au sens où on reste dans le registre, dans des registres qui figuraient déjà finalement dans les précédentes vagues. Il n'y a pas d'extension, par exemple, sectorielle à l'issue de cette nouvelle vague de sanctions américaines et britanniques. Quelques mots aussi de la bourse de Moscou, qui a repris son activité partiellement, mais qui a vu les cotations de 33 titres reprendre aujourd'hui pour une session un peu plus courte que d'habitude, mais c'était la première depuis près d'un mois. Qu'a-t-on vu? On a vu plutôt une bonne tenue des actions, un indice MOEX qui est en hausse de 4,37% à l'issue de cette session. Alors évidemment, avec des titres qui connaissent des fortunes diverses, hein, Aeroflot par exemple, qui est en chute sévère, ce qui n'est pas étonnant au vu des sanctions et des restrictions au trafic aérien. À l'inverse, Sberbank, dont je viens de parler, mais également les grands groupes russes du secteur pétrolier, gazier, des matières premières en général, affichent des hausses de l'ordre de 15 à 20%. Alors évidemment, il ne s'agit pas de cotations traditionnelles. Hein. Je rappelle que les étrangers, les non-résidents, n'ont pas le droit de vendre et que probablement l'État est intervenu. On se souvient qu'il avait promis près de 1000 milliards de roubles issus du fonds souverain, du fonds de bien-être national, pour intervenir en cas de besoin. On ne sait pas quelle partie de ces fonds ont été alloués aujourd'hui, mais il est probable qu'il y a eu une intervention importante. Quelques chiffres avant d'en revenir à la question du paiement du gaz en roubles. Le premier chiffre, c'est celui de l'inflation. 2% par semaine, c'est au moins la troisième semaine de suite, donc c'est très important, avec des chiffres de l'ordre de 15% pour le sucre, par exemple. Un autre chiffre, celui de la croissance attendue, ou plutôt de la récession attendue. J'avais, au cours de précédentes séances, appelé à la prudence, mais on voit désormais une certaine convergence dans les prévisions, et ça se situerait, encore une fois, à situation égale, entre 6 et 8% cette année en Russie. Alors, quelques mots sur effectivement le sujet que j'ai commencé à aborder hier, celui de la décision du président russe d'exiger le paiement des notes de gaz en roubles de la part des pays classés dans la liste des États inamicaux. Une première réaction plutôt négative, sans surprise. Alors les Japonais disent ne pas comprendre comment faire. Les entreprises autrichiennes et polonaises, partenaires de Gazprom, affirment qu'elles vont continuer à payer en euros comme c'est inscrit dans les contrats en vigueur. Il y a plusieurs déclarations en Allemagne, certaines négatives qui parlent de rupture de contrat unilatérale de la part de Gazprom, d'autres qui estiment, au Bundestag notamment, que c'est techniquement possible, mais politiquement très connoté finalement. Alors la question
qu'on peut se poser légitimement, c'est que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer d'ici une semaine quand les mécanismes de paiement seront théoriquement mis en place par le gouvernement et la Banque centrale de Russie? Est-ce que Gazprom va couper le gaz aux clients qui refuseront de payer en roubles? C'est évidemment un dossier à suivre. Mon interprétation, c'est qu'il y a plusieurs raisons, à mon avis, pour lesquelles Vladimir Poutine a fait cette annonce. La première, c'est probablement de faire assumer le fardeau du soutien du rouble aux clients de Gazprom, étant entendu que la Banque centrale de Russie ne peut plus vraiment le faire depuis que près de la moitié de ses réserves ont été bloquées par les Occidentaux. Et puis, je pense placer les Occidentaux devant un choix assez cornélien, c'est-à-dire soit se dédire partiellement sur les sanctions, puisque c'est ça que ça voudrait dire, ou alors s'infliger en embargo. C'est plutôt habile dans le sens où la Russie ne tire pas vraiment en premier, c'est-à-dire qu'elle laisse le choix aux Occidentaux, un choix qui n'en est pas vraiment un en réalité. Donc c'est évidemment le grand dossier à suivre. Je n'exclurai pas que la Russie fasse un exemple, peut-être sur un petit contrat. Il faudra voir quelles sont les échéances prochaines, de la part de quels clients Gazprom attend des paiements dans les jours ou les semaines qui viennent. Côté russe, il y a des réactions diverses, hein. Certains estiment que c'est très habile, d'autres que c'est prendre le risque finalement de prêter le flanc à des accusations de rupture unilatérale de contrat, voire accélérer le débat en Europe sur la réduction, l'accélération de la réduction des approvisionnements en hydrocarbures en provenance de Russie, étant entendu, et il faut être très clair sur le sujet, que les Européens ne peuvent pas physiquement remplacer les volumes de gaz russes qui doivent être livrés dans les mois à venir, et en particulier pour reconstituer les stocks qui sont au plus bas aujourd'hui en Europe. Donc là, il y a quelque chose de véritablement stratégique qui se joue. Et d'un côté comme de l'autre, c'est un fusil à un seul coup. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Arnaud. Comme d'habitude, c'est toujours très pertinent. On est ravis d'accueillir à nouveau Pavel, que vous n'aviez pas vu depuis lundi, depuis vendredi dernier. Donc, ça fait 2 fois que je pars et que je reviens. Et que ça fait 2 fois que je quitte la Russie et que j'y reviens pour, encore une fois, vous prouver que ce n'est pas le sauve qui peut à Moscou. Nous avions quand même son épouse en otage. Igor, tu vas nous parler du sommet de l'OTAN. J'espère que tu as de bonnes nouvelles de ce sommet. J'ai des nouvelles, mais après, il reste à voir dans quelle mesure elles peuvent être bonnes. Alors, effectivement, il y avait un sommet aujourd'hui de l'OTAN, comme je l'avais annoncé ces derniers jours. Avant d'aborder ce gros bloc, hein, qui occupe la principale actualité du jour, sur le dossier purement diplomatique russo-ukrainien, pas vraiment d'avancée en tant que telle, en tout cas pas d'informations sur l'état d'avancement du processus. En revanche, une déclaration du ministre ukrainien des Affaires étrangères qui affirmait aujourd'hui que l'Ukraine menait des pourparlers au sujet des garanties de sécurité avec un certain nombre de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et la Turquie. Et il s'agit donc des garanties de sécurité que l'Ukraine compte obtenir en contrepartie de son renoncement à l'adhésion à l'OTAN. J'en viens donc maintenant au sommet de l'Alliance, aujourd'hui à Bruxelles. Joe Biden est arrivé ce matin à Bruxelles pour participer à ce sommet. Alors, les alliés étaient réunis, il n'y avait aucune délégation ukrainienne pour assister aux discussions. En revanche, le président Zelensky s'est exprimé en visioconférence, hein, comme il le fait maintenant depuis plusieurs jours auprès de différents parlements nationaux. Il s'est exprimé donc en visioconférence, au cours de laquelle il a demandé notamment une aide militaire de la part des pays de l'Alliance sur une base continue. Et en fait, il cherchait à sanctuariser cette aide militaire, d'une part, et d'autre part, il a proposé, toujours dans cette logique, à ce que les pays de l'OTAN transfèrent à son pays
1% de l'ensemble de leur parc de tanks et d'avions en guise d'assistance militaire. C'était un discours qui était assez, me semble-t-il, en tout cas dont le ton était quelque peu sur le reproche. Hein. On sent quand même de l'amertume dans le discours et dans la tonalité, une fois de plus, du speech de Zelensky. Avec des phrases comme ne nous dites plus que notre armée n'est pas au standard de l'OTAN, autrement dit, une sorte de reproche du fait qu'une fois de plus, l'Alliance l'a réaffirmé tout au long ces derniers jours, hein, que l'Ukraine n'avait pas vocation à rentrer dans l'OTAN. L'OTAN a également exhorté la Chine à prendre clairement position contre l'intervention de la Russie en Ukraine. Elle a également confirmé qu'elle n'enverrait aucune mission de maintien de la paix afin d'éviter une collision avec les forces russes. Et en ce sens-là, elle a rejeté la proposition de la Pologne qui proposait de déployer une mission de maintien de la paix, tout du moins dans la partie occidentale de l'Ukraine. À cette occasion, on a appris que 4 nouveaux battle groups seront créés sur le flanc oriental de l'Alliance, donc en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie. Et lors d'une séance précédente, quand on avait parlé de la présence militaire de la France en Roumanie, souvenez-vous, j'avais évoqué le fait qu'il se pourrait que la France soit la nation cadre dans l'hypothèse de l'apparition d'un battle group en Roumanie. Donc on semble s'acheminer vers cette possibilité. Et enfin, toujours en ce qui concerne l'actualité de l'Alliance, le mandat de Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l'OTAN a été prorogé d'1 an de manière extraordinaire en raison de la crise en Ukraine. Il était prévu qu'il cède prochainement son siège pour prendre le poste de gouverneur de la Banque centrale de Norvège. Donc tout ceci est repoussé. Je parlais de la Pologne tout à l'heure, il y a une actualité du côté de ce pays, puisque hier, la Pologne a décidé d'expulser 45 diplomates russes accusés d'espionnage, et aujourd'hui, Varsovie a gelé les comptes de l'ambassade de Russie en Pologne. Les États-Unis ont profité de ce sommet pour annoncer qu'ils entendaient accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. La Russie, quant à elle, a annoncé que dans le prolongement de son retrait de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, elle entendait également se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est un retrait qui sera effectif au 16 septembre prochain. Enfin, du côté asiatique, on en parle peu. La Corée du Sud a annoncé de son côté qu'elle réactivera le régime sans visa pour les ressortissants russes à compter du 1er avril. Voilà, Président, pour les principales informations du jour. Merci, Igor. Le sommet de l'OTAN est terminé, c'est sur un jour ou c'est sur plusieurs jours? Alors, il y a le sommet qui était cet après-midi. Il me semble qu'il y aura encore des réunions, mais des réunions en marge et probablement sur un format bilatéral qui vont se poursuivre demain. J'en profite pour indiquer qu'aujourd'hui, les présidents Macron et Erdogan se sont parlé dans le cadre du sommet de l'OTAN, mais en marge, selon un format bilatéral. Il y a des entretiens bilatéraux. Il y a un sommet de l'Union européenne également qui doit se tenir demain, et également une réunion du G7 également qui doit se tenir demain. À Bruxelles? Oui, à Bruxelles. D'accord. Donc demain, tu nous parleras du sommet du G7. Bon. On a un certain nombre de questions. D'abord, une première question qui demande à toute l'équipe comment ça va. Merci beaucoup pour cette question, mais l'équipe va bien et vous voyez, on est tous là, toujours autour de vous, et nous restons à vos côtés. Une question sur le nucléaire. On nous demande, les Allemands envisagent-ils de revenir au nucléaire en alternative au gaz, bien évidemment, et combien de temps cela prend-il pour construire une centrale nucléaire? Alors, je n'ai jamais construit de centrale nucléaire personnellement, donc je suis incapable de dire. C'est de l'ordre au moins de 5 ans, probablement un peu plus. À ma connaissance, les Allemands ne font pas machine arrière sur leur décision de sortir du nucléaire, à la différence de la Belgique qui a annoncé la prorogation l'extension du service des réacteurs dont l'arrêt est prévu en 2025, si ma mémoire est bonne. Donc il n'y a pas en réalité de retour allemand au nucléaire. Moi, si je peux faire une réponse un peu sarcastique, j'ai envie de dire ça dépend où on construit la centrale et ça dépend par qui. Demandez aux Iraniens ce qu'ils pensent de combien de temps ça prend de construire une centrale nucléaire. Ça peut prendre 15 ans ou 20 ans.
Plus près d'ici, en Finlande, là aussi, ça traîne et ça coûte au prestataire principal. Donc j'ai envie de dire, ça dépend où et ça dépend par qui. Les Chinois construisent vite et dans les délais, et les Russes aussi, mais ça dépend une fois de plus du client. On nous dit que le G7 et le sommet de l'Union européenne ont lieu aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que demain, au moins, tu auras des nouvelles fraîches. Pour l'instant, il n'y avait que les actualités concernant le sommet de l'OTAN. Donc, ça veut dire qu'ils vont tout enchaîner jusqu'à tard, probablement. D'accord. Vous pouvez poser des questions, hein, parce qu'on va manquer de questions après. On en a une autre. Alors, on nous dit le président Zelensky fait pression sur les entreprises françaises en Russie. On en cite quelques-unes. On ne fait pas de commentaires sur les entreprises en tant que telles. Hein. Sachant qu'en tant que premier investisseur en Russie, l'impact violent sur un risque de manque de fourniture à la population, je vais y arriver, excusez-moi. Voici la porte ouverte aux entreprises chinoises. De quel droit Zelensky fait pression de cette manière? D'abord, le président Zelensky a tous les droits, il peut dire ce qu'il veut, mais si j'ai bien compris, Arnaud, c'est une question peut-être pour toi, mais l'éviction des entreprises françaises en Russie, je crois que le président Zelensky ne l'a fait qu'au Parlement français. Il ne l'a pas fait devant les autres parlements. Oui, encore une fois, c'est un sujet délicat. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Mais il est vrai que le président Zelensky a cité des entreprises et les a accusées en substance, hein, je ne cite pas de mémoire, mais de complicité de crimes de guerre. Donc effectivement, il y a une pression assez prévisible. Reste à savoir, encore une fois, quelle est la réaction et des groupes qui ont été cités ou qui pourraient se sentir concernés. Mais moi, il me semble qu'à la sortie de son intervention à l'Assemblée nationale, à la sortie de cette session, il y avait des réactions assez contrastées. On peut aller Bourbon, je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment de... On ne peut pas dire que ça a laissé une impression homogène sur tout le monde. Moi, en écoutant les déclarations des différents députés, j'ai entendu un peu des choses assez différentes. J'ai entendu la même chose. Mais il y a une pression plus forte sur les entreprises françaises que sur les autres pays. Oui, parce que, sans doute aussi, parce que d'abord, il faut le rappeler, la France est premier employeur étranger, premier ou deuxième investisseur étranger, donc les intérêts français sont majeurs. Et par ailleurs, les entreprises françaises ne souhaitent pas détruire ce qu'elles ont construit depuis 1992. On fait moins pression sur les entreprises allemandes, qui sont aussi un investisseur important. Alors, une question, l'Ukraine ne continue-t-elle pas à recevoir des milliards de dollars de droits de transit gazier de la Russie? Si, c'est ce que j'évoquais hier, ça fait partie des paradoxes de la situation actuelle. Alors, ce ne sont pas des milliards, en tout cas pas depuis le 24 février, mais la Russie paye en temps et en heure et en dollars ses droits de transit à Naftogaz. Ça fait partie, encore une fois, des éléments surprenants de la situation. Et l'Ukraine ne les rejette pas. Sur un autre sujet, y a-t-il des assureurs crédit russes équivalents à Coface, à Tradius? Vous savez s'il y a des... Ça, j'en sais rien en fait. Il y a la société Excar qui est une société publique qui, je crois d'ailleurs, est sanctionnée. Mais évidemment, la Russie a un outil d'assurance export, mais qui, à mon avis, est peu praticable pour des sociétés occidentales. Quel était le nom? Escar, oui, c'est ça. Et c'est dirigé par, ou c'était dirigé par, de mémoire, un fils Fradkov, en tout cas à une époque. C'est lié au Reds Российский Export Center, oui, mais ça concernait plutôt des marchés moyen-orientaux, africains, asiatiques, etc., qui étaient la grande priorité en fait depuis le forum de Sochi d'il y a 2019, c'est ça, il y a 3 ans maintenant. Ouais. Mais je me demande si dans la prolongation de ça, si le Fonds russe pour les investissements directs ne présentait pas certaines garanties sur des projets qui sponsorisaient pour des investissements étrangers.
Oui, mais fonds qui a été placé sur la liste Sanction, voilà. Ouais. sanctions. Donc là aussi, c'est un outil qui n'est plus praticable, en tout cas dans l'immédiat. Question sur les VKS. La Russie continue-t-elle de renouveler les visas VKS, même de personnes provenant des pays inamicaux? Pour l'instant, oui. Et on peut les obtenir de façon rapide, si j'ai bien compris. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore rejeté. Alors, la loi sur l'administration extérieure des entreprises étrangères quittant le pays est-elle adoptée? Non. Non, elle n'est pas adoptée et on voit que... La loi Belousov, c'est ça? Pardon? La loi Belousov du vice-premier ministre? Oui, enfin, c'est le premier qui a mis le sujet sur la table, mais depuis, on l'a dit, de nombreux responsables se sont exprimés, le maire de Moscou, le service fédéral des impôts, et à ma connaissance, ça discute encore et il n'y a pas de projet soumis au vote à la Douma. Ça devrait arriver rapidement quand même. Mais c'est toujours cette loi. Et nous discutons avec le ministère du Développement économique, notamment sur la seconde partie qui est le management intérimaire ou temporaire pour voir la façon dont ça peut se passer. Donc oui, elle n'est pas votée encore. Que se passe-t-il si les gazoducs en Ukraine sont coupés? Eh bien, ça veut dire moins 40 milliards de mètres cubes par an, en tout cas si on reprend les volumes de l'année dernière, puisque 41 milliards de mètres cubes ont transité par le système de gazoduc ukrainien en direction de l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros problème et que peut-être il faudra, c'est une idée très provocatrice, hein, j'en ai bien conscience, mais si on veut trouver les mêmes volumes et les acheminer en Europe, il faudra ouvrir Nord Stream 2. On a juste un très gentil message de Benjamin qui se reconnaîtra et qui nous dit du fond du cœur un grand merci à vous tous et tous mes encouragements, mais il a écrit un long message que je ne vais pas lire, mais merci beaucoup Benjamin pour votre message. À part saturer l'espace médiatique, qu'est-ce que Zelensky peut espérer obtenir concrètement de ses interventions quasi quotidiennes? Ouais, c'est ce qu'on disait hier, ça va finir par s'épuiser parce qu'il ne fera pas le tour des parlements 2-3 fois, il l'a fait une fois. Il essaye de maintenir, j'allais dire, la vague de concernement et de compassion et de solidarité le plus haut possible auprès des pays occidentaux et en capitalisant sur cet effet-là, d'obtenir plus de sanctions contre la Russie, d'obtenir de l'aide militaire, une aide économique, tout ce qu'on peut imaginer. Mais à un moment donné, ce capital sympathie qu'il a réellement créé autour de sa personne va s'estomper avec le temps, puisqu'une fois de plus, il ne pourra pas réintervenir comme ça sur une base régulière devant ces parlements. Et surtout que peut-être qu'avec le temps, cela pourra, dans certains cas, s'avérer contre-productif. On voit déjà devant certains parlements, c'est moins bien passé que devant d'autres. On en a parlé ici. Donc, moi, dans l'immédiat, voilà, obtenir plus de sanctions contre la Russie, obtenir une aide militaire supplémentaire de la part de ces pays et maintenir, j'allais dire, haut la mobilisation en faveur de l'Ukraine. Une remarque de l'un de nos auditeurs. Donc, selon le président Zelensky, les entreprises françaises doivent cesser le business avec la Russie, mais pas Naftogaz. Oui. Dans le contexte actuel, alors ça c'est une question sur les tests médicaux, y a-t-il une possibilité pour que la validité des tests médicaux pour les étrangers résidant en Russie soit ramenée à 1 an ou plus au lieu de 3 mois? C'est ce que nous essayons toujours d'obtenir. Hein. Donc je crois que les 1 an seront validés, mais en tout cas ils nous ont été confirmés, mais la loi n'est pas passée. Voilà. Mais on vous tiendra au courant là-dessus. À ce titre, quel est initialement, mais je sais pas à ce titre, je ne sais pas de quel titre on parlait. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Donc, il faudrait préciser la question, c'est Jérôme.
Les entreprises françaises ont-elles mis en pause l'arrivée de nouveaux expats? Pour l'instant, oui, parce que en fait, un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, ont renvoyé les familles et certains expats chez eux. Et pour l'instant, oui, il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Où peut-on trouver le nom et les parts des actionnaires des entreprises russes? Alors, il y a un site pour ça, Pavel, tu le connais? On vous mettra le lien demain. Tu notes? Donc, il y a un site où on peut avoir ces informations-là. Des actions russes cotées en bourse? Non, pas forcément cotées en bourse. Tu sais, comme le CABIS en France. Où tu peux avoir... Oui, c'est le site de la bourse de Moscou. Ça, c'est pour les actions cotées. Mais si elle n'est pas cotée. Il y a un site qui permet de ça. On vous dira demain. Ouais. Qu'en est-il de l'avion de ligne russo-chinois? Les Russes et les Chinois pourront-ils bientôt se passer d'Airbus et Boeing? Ils le pourront un jour, bientôt, j'en suis pas sûr. Mais il avance toujours, cet avion. Hein, ouais, c'est le CR929. Bon, je dois dire que je n'ai pas suivi de très près le dossier, mais je sais que c'est un avion dont le projet était un peu secoué par des dissensions entre Chinois et Russes sur comment dirais-je, le projet lui-même et sur la répartition un peu des tâches et ce qu'il allait advenir de ce projet, qui allait exploiter, comment ils allaient se répartir un petit peu tout ça. D'autant plus qu'il y avait un doublon, puisqu'on l'a évoqué ici, côté russe, il y a le MS-21 qui est développé et donc il y avait une sorte de concurrence qui s'établissait entre ces deux plateformes. Effectivement, comme l'a dit Emmanuel, ils arriveront dans le long terme peut-être à se passer complètement non, mais en tout cas, il y aura une espèce de mix dans le parc aérien civil des flottes de ces pays, avec peut-être plus de Sukhoi Superjet, de MS-21 pour les Russes et CR929 pour les Chinois, avec pourquoi pas d'autres plateformes. Mais ce sera dans une logique probablement de diversification. Mais il n'y aura pas dans l'immédiat de possibilité de substituer l'un pour l'autre. C'est pas envisageable aujourd'hui et pas demain non plus. On est sur du long terme. Oui, si je peux compléter, donc l'avion russo-chinois est à l'état de projet, hein, il n'y a même pas de prototype. Il s'agit d'un long courrier en réalité, hein, à la différence des autres projets qui ont été mentionnés. Quand tu dis long terme, je suis moins sûr que toi, parce qu'ils ont quand même tous les composants pour pouvoir faire un avion. Pour l'instant, ils étaient capables quand même de faire beaucoup d'avions, tant les Chinois enfin surtout les Russes. Donc, je verrais plus ça en moyen terme, une souveraineté en moyen terme qu'en long terme. Oui. Bah, il y a encore quand même pas mal de composants à substituer, à russifier ou à indigénéiser. Ouais. Mais ils ont probablement la capacité de le faire pour un bon nombre d'entre eux. Mais il y en a certains, en revanche, où il y avait encore une certaine dépendance assez critique à l'égard de fournisseurs étrangers. Et ça, avec le temps, ça pourra probablement être résorbé. Mais le consulat de France délivre-t-il actuellement des visas business pour les Russes non vaccinés par un vaccin reconnu par l'AEM? Oui, je crois. Hein. On n'a plus besoin de vaccin, non, Gilles? Il faut un PCR, mais il y a plus pour un Russe, a-t-il besoin il n'a plus besoin d'être vacciné pour un visa business, on n'a pas besoin de vaccin, me dit-on. Après, il faut regarder par où est-ce que les Russes en question souhaitent rejoindre la France. Je suis passé par Helsinki. Les Finnois exigent le Green Pass, enfin le QR code, même si en France, ce n'est plus le cas. Donc, il faut regarder. Istanbul, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bakou, Yerevan. Belgrade de manière plus hasardeuse, et pour les ressortissants soit russes, soit finnois, l'allégro qui fait Saint-Pétersbourg-Helsinki. Et de là, le reste du monde. Pensez-vous qu'une annexion d'un territoire allant du Donbass jusqu'à la Crimée puisse être acceptée par Zelensky? Non, formellement, non. Encore une fois, je crois que ce n'est pas ça qui sera discuté. En tout cas, que les Russes le demandent, c'est possible. Que les Russes demandent une reconnaissance formelle
par l'Ukraine de son abandon de souveraineté sur la Crimée et les deux républiques de Donetsk et de Lugansk, c'est probable. Il me paraît tout à fait impossible que formellement l'Ukraine l'accepte. En revanche, il y a quelques semaines, je dirais 15 jours, 3 semaines, Zelensky avait ouvert la porte à d'autres types d'arrangements pour, je cite de mémoire, rendre possible la vie des gens. Donc ce ne serait pas une reconnaissance juridique, mais on parlerait plutôt d'arrangements concrets. Je crois que c'est ça le compromis qui pourrait s'esquisser. Je crois que, à part les Russes, évidemment, personne ne peut demander aux Ukrainiens de s'amputer délibérément de leur territoire. Alors, sur la collaboration universitaire, là, on a une question qu'il va falloir noter. On nous dit que 2 étudiants d'une université ont obtenu une bourse Eiffel pour un double diplôme. Aujourd'hui, les grandes écoles exigent d'eux qu'ils viennent hors double diplôme en mobilité individuelle. Alors, il faudrait demander à l'ambassade de France en fait, quelle est la position de la France sur la collaboration universitaire et si on peut avoir des étudiants en double diplôme ou non. Donc, on va essayer de se renseigner là-dessus. Quelqu'un qui nous suit avec intérêt, puisqu'il nous demande si lundi, avec le décalage horaire en France, cela va-t-il changer l'horaire de notre briefing quotidien? Mais absolument. Il aura lieu, Arnaud, il ne faut pas que tu te trompes, il aura lieu à 16h30 française au lieu de 15h30. Donc, à partir de lundi, les briefings auront lieu en France à 16h30, mais resteront à 17h30 en Russie. Alors, on nous précise aussi que les tests médicaux sont désormais sur 1 an. En tout cas, c'est l'information de quelqu'un qui est au de son entreprise. C'est ce qu'on nous dit aussi, mais la loi n'est toujours pas passée. Petite précision concernant la bourse. Aujourd'hui, l'État n'est pas intervenu pour acheter des OFZ, contrairement à ce qui avait été prévu. Donc voilà. Je prends note, mais pour l'instant, c'était pas clair qui est intervenu. Et on a juste la part des investisseurs privés qui est assez importante, mais qui n'est pas majoritaire. Donc effectivement, ce serait intéressant si l'indice de la bourse de Moscou reste dans le vert sans intervention massive, c'est intéressant, mais à confirmer. D'accord. Alors, le site auquel vous pouvez avoir accès pour obtenir des informations sur les entreprises russes, c'est Spark, S-P-A-R-K, ou alors, on me dit aussi sbis.ru, sbis.ru, mais Spark marche. Et il y a aussi un site russe qu'on va vous indiquer qui s'appelle Igruyul. Il est en Russie, vous pouvez le mettre de façon à ce que les gens le voient, tout le monde le voit. Alors, la question de Jérôme, alors, la demande de Zelensky de fournir un arsenal, il faut que je retrouve votre question. Alors, la demande de Zelensky qu'on lui fournisse un arsenal est initialement la raison officielle du soutien de l'Europe, de la France à l'Ukraine à ce jour. Quelle est la formalisation officielle de cette raison? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question pour l'instant, toujours, Jérôme. Peut-être si vous pouvez la reformuler en entier, ça sera plus facile. Y a-t-il des entreprises russes ou étrangères qui profitent du départ ou de la suspension d'activité des entreprises européennes? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Il y aura certainement un rebattement des cartes, mais il est pour l'instant trop tôt pour le dire. Ce qu'on voit, c'est on voit des Chinois arriver, ça c'est sûr. Donc les Chinois, à la demande de Xi Jinping, viennent pour profiter d'opportunités. Mais pour l'instant, si je puis me permettre, on en avait parlé il y a 2 ou 3 jours, mais il y a une déclaration publique de l'ambassadeur de Chine à Moscou qui a appelé, je cite, à combler le vide. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Dans la liste officielle russe, y a-t-il plus ou moins
inamicaux pour les autorités russes. Autrement dit, est-ce qu'il y a des inamicaux plus sombres que d'autres? Pour l'instant, non, il y a les inamicaux et les autres. Après, il y a parfois des déclarations assez surprenantes, notamment celle de Sergei Lavrov à propos de Macron, dont il a dit il y a quelques jours qu'il était le seul à ne pas s'être, je cite, couché sous les Américains. Donc, sont inclus d'office dans la liste des pays inamicaux les États qui ont adopté des sanctions contre la Russie. C'est automatique. Ensuite, d'un point de vue politique et diplomatique, je pense que les Russes font la part des choses ou introduisent une échelle dans le degré d'hostilité ou le degré d'ouverture. Mais c'est informel. Et on voit aussi qu'avec la Pologne qui a renvoyé, je ne sais plus combien de 45 diplomates russes, c'est sûr que ça va s'assombrir un peu plus. Oui, et aujourd'hui, si je peux me permettre encore, les Russes sont qualifiés, Johnson, le Premier ministre britannique, celui qui est le plus anti-russe, enfin, celui qui est en pointe dans la lutte contre la Russie. Donc voilà, il y a de fait une gradation qui est établie par la Russie. Les RVP sont-ils toujours exempts de tests médicaux? Oui. Alors, les RVP, les VNG n'ont pas besoin de tests médicaux, donc oui. Vous devez tous voir le nom du site en russe que vous pouvez consulter. Hein. Le Kremlin balaye les interrogations sur l'absence publique du ministre de la Défense. Qu'en est-il exactement? Ben ça, je peux répondre. Et on l'a vu en Zoom cet après-midi avec le président Poutine. Donc, mais pas entendu. Le son était coupé et sa cravate mal ajustée, donc ce qui a suscité de nouvelles questions sur d'où il sortait. Non, je plaisante en réalité. Mais c'est intéressant qu'il se soit senti obligé de le montrer. Voilà, ouais. Et il n'était pas en uniforme, il était en civil. Il était en civil, absolument. Alors on nous précise, les Chinois sont là. J'ai entendu parler de l'intérêt de Alibaba pour Ozone, ce qui ne serait pas étonnant. Ozone, c'est l'équivalent d'Alibaba. C'est très important en Russie, c'est beaucoup moins important qu'Alibaba, mais c'est très important. Donc, effectivement, il y a un intérêt évident d'Alibaba pour Ozone. Et à notre humble niveau, qui ne sommes pas encore Alibaba et même pas sa caverne, nous avons à la Chambre depuis des années un service traditionnel qu'offrent beaucoup de chambres du réseau de portage salarial. Aujourd'hui, nous n'avons plus de portés salariaux donc français. Ils ont été remplacés au pied levé par des bataillons de Chinois. Donc aujourd'hui, la CCI France-Russie fait du portage salarial pour des entreprises chinoises en Russie. C'est bien triste. Oui, on a quand même des Français encore. Hein. On est. Oui, plus précisément, nous n'avons plus de nouveaux Français. Voilà, parce qu'on a toujours des Français. Alors, Lucas, tu nous dis que tu es ministre des entreprises de transport de marchandises européennes qui semblent encore travailler pour les transports vers la Russie. Et si besoin, nous pouvons partager et enrichir cette liste ensemble. Ben, faisons-le et on peut le faire pour demain, Lucas, si tu veux. Alors, la question de Jérôme, quelle est la formulation de la raison officielle du soutien de l'Europe à l'Ukraine? Est-elle le fondement de la demande du président ukrainien à recevoir un arsenal? Je ne suis pas certain qu'il y ait une formulation juridique. Simplement, les Occidentaux considèrent qu'il y a eu une agression à l'égard de l'Ukraine et ils transmettent certains types d'équipements militaires. Alors certains États le font ouvertement, en les précisant, d'autres non, tout en veillant, encore une fois, à éviter la co-belligérance directe. Voilà, c'est ça la ligne de conduite, mais il n'y a pas, à mon avis, de classification juridique. Tout ça est de l'ordre de décision politique. Ouais, et je rajouterais que j'ai l'impression que les Occidentaux ont tendance à préférer David à Goliath. Et donc, ils considèrent que dans l'histoire, la Russie et Goliath et l'Ukraine et David, et donc ils vont plutôt voler au soutien de l'Ukraine. C'est très chrétien. N'est-ce pas? Alors, on a plus de questions, mais on a un invité surprise que vous avez déjà vu, qui est Michel Pascalis, qui est en Russie depuis longtemps, et qui va nous faire une petite mise au point aujourd'hui sur les achats et des ventes d'appartements pour les particuliers.
Donc, Michel, merci d'être à nouveau présent avec nous et de faire cette petite mise au point. Merci, Président. Il y a une semaine environ, il y avait beaucoup de questions concernant la possibilité ou la non-possibilité de vendre ou d'acheter d'ailleurs des appartements pour les étrangers, donc issus des pays non amicaux, à la suite d'une loi qui est passée limitant justement les ventes d'immobilier pour cette catégorie de personnes. Alors, il y a eu 2 précisions depuis. L'une par ce qu'on appelle Rosregister, c'est-à-dire la chambre d'enregistrement des achats et des ventes immobilières, et l'autre par la commission en charge des investissements étrangers, la commission gouvernementale en charge des investissements étrangers. Donc la première concerne en fait les binationaux. C'est-à-dire le Rosregister a précisé que les binationaux étaient en Russie considérés comme russes et donc n'avaient pas de limitation concernant la vente ou l'achat de biens immobiliers. Donc ça a mis les choses c'est assez clair. Les binationaux ne sont pas concernés par les limitations. La deuxième chose, la deuxième précision a été apportée, si je me souviens bien, avant-hier, concernant la possibilité de vendre ou d'achat pour les a été donnée par cette commission gouvernementale, et elle dit la chose suivante, que les non-résidents qui appartiennent à des pays non amicaux peuvent acheter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation concernant les achats d'appartements pour les personnes, les non-résidents provenant de pays non amicaux. Concernant la vente, cette vente est maintenant autorisée. Les non-résidents les non-résidents qui viennent de pays donc non amicaux peuvent vendre à un résident, mais il y a un mais, et en fait il y a 2 mais. Le premier mais est important, c'est que les fonds issus de la vente doivent être en fait enregistrés sur un compte de type C dans une banque, et les comptes de société de type C ont beaucoup de limitations concernant leur usage. En particulier, il semblerait qu'on doit passer par la même commission d'enregistrement de l'achat ou de la vente de devises, et donc en fait c'est très limité, l'argent semblerait être bloqué. Alors, il y a une chose que je ne peux pas dire aujourd'hui parce que j'ai pas la réponse, c'est qu'est-ce qu'on appelle par non-résident, qui est un non-résident appartenant à un pays non amical. Mais sinon, il semblerait donc qu'on puisse vendre, mais en fait que l'argent est bloqué. Merci. Pascal, on nous pose une question tout de suite. Et si la propriété est partagée entre un mari français et une épouse russe, ou vice-versa? Alors, c'est le cas en général de couples mariés, je dirais, où il y a un Français et une Russe qui sont mariés, sans contrat de mariage, par exemple. Et donc là, la propriété, selon la loi russe, est à 50-50. Dans ces cas-là, si j'ai bien compris, la partie russe, donc les 50% pourraient être vendus librement. Par contre, les 50% qui appartiennent aux non-résidents du pays donc non amical, l'argent serait bloqué. Et pour les résidents, parce que tu ne parles toujours que de non-résidents. Je n'ai pas la définition de non-résident, c'est la seule précision qu'on a eue, c'est ça le problème. Donc toutes les questions sur les résidents qu'on peut avoir maintenant, il faut attendre demain de savoir ce qu'est un résident, si on arrive à l'avoir selon la loi russe en la matière. Ce n'est pas forcément un résident fiscal que nous sommes tous en habitant en Russie. Merci beaucoup Michel, on est toujours ravis de te recevoir. C'est peut-être pas très très clair encore, mais on va y arriver. Oui. Pavel? Donc, traditionnellement, en fin de session, quelques annonces mardi prochain, donc à 14h30, l'heure d'été, soit à Paris, 13h30, nouvelle session itinérante du comité d'industrie et du comité immobilier construction dans le cadre de Mosbuild 2022 sur le thème « Problèmes actuels et mesures de soutien à la construction industrielle en Russie ». Vous trouverez ça sur notre site. Comme toujours, je vous rappelle l'existence de notre hotline et de notre fil Telegram.
CCI France-Russie. Et rendez-vous demain vendredi à 17h30, heure de Moscou, heure d'hiver, donc 15h30, heure de Paris, avec le même lien pour nous retrouver ensemble et répondre à vos questions. Alors, une petite précision, on nous dit que le VNJ, donc le permis de séjour est résident, et le VKS non résident, mais on va quand même vérifier pour, en ce qui concerne juste les ventes d'appartements, si c'est bien le cas. Voilà. Donc, merci beaucoup. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Donc, la CCI France-Russie est toujours à vos côtés. Merci et au revoir. Tenez bon.